Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose qu'on redémarre dès maintenant ce troisième thème de l'après-midi, donc qui va être centré sur les conditions de travail, sur les conditions d'emploi également, et sur les problématiques d'organisation du travail de l'archéologue. Donc je ferai comme Pascal, je vous épargnerai l'introduction que j'avais préparée pour gagner un peu de temps. Et laisser tout de suite la parole à Hugues Bonnefond et Audreyne Chapon, donc, qui vont nous présenter les résultats d'une enquête inédite réalisée il y a un peu plus d'1 an, hein, c'est ça, sur un très large échantillon d'archéologues. Bon bonjour, comme ça vient d'être introduit, donc du coup on va vous présenter maintenant les résultats d'un questionnaire produit par le GAEL d'Île-de-France quant à l'emploi de l'archéologie dans le milieu de l'archéologie. Alors, le GAEL, à l'origine, ce sont des groupes d'archéologues en lutte, qui sont des collectifs qui émergent en réaction à différents projets de réforme survenus ces dernières années, tels que ceux de l'assurance chômage, des retraites, ainsi que la LPPR. Et il n'aura échappé d'ailleurs à personne qu'une de ces réformes est entrée en vigueur hier. Réunissant principalement de jeunes archéologues souvent précaires, appartenant aux différentes composantes de la discipline, étudiants, chercheurs, archéologues préventifs, enseignants et autres, des groupes multipolaires se sont formés à différents endroits de France, Lyon, Tours, Nantes, Toulouse, Strasbourg, en Île-de-France, entre autres, et ont commencé à constituer ponctuellement de petits cortèges d'archéologues qui défilaient lors des manifestations nationales. Progressivement, ces groupes sont entrés en contact, ont tissé un réseau informel et se sont reconnus dans l'appellation de GAEL. Au fil des échanges et des discussions, les GAEL ont pris une dimension sensiblement différente. Pour résumer à l'extrême, et entre autres considérations, il s'agit, au sein de l'archéologie, en tant que métier, mais sans se fermer au dialogue avec d'autres corps de métier, de raisonner et de tenter d'œuvrer à l'amélioration de l'exercice de l'archéologie. L'idée étant d'envisager l'archéologie dans la globalité de sa chaîne opératoire, en tant que système et à différents niveaux, social d'abord et matériel, puis scientifique et structurel, soit une approche qui fait parfois cruellement défaut. Fort de cette ambition, la première tâche nous est donc apparue de s'ancrer dans le réel et de faire un état de lieu de la discipline avec des données objectives et quantifiables, et donc indéniables. Ainsi, après une première initiative lyonnaise, à savoir un questionnaire ayant recueilli près de 600 réponses et publié il y a peu dans les NDA, a émergé au sein du GAEL d'Île-de-France l'idée de conduire une nouvelle enquête sur l'emploi et les conditions de travail en archéologie, en essayant de tendre vers l'exhaustivité. Un petit groupe de travail s'est donc constitué et après un long et fastidieux travail de conception, de problématisation et de structuration des questions mené de février à mai 2020, soit pendant le premier confinement, a produit un formulaire de 80 questions qui abordait différents thèmes. La formation, notamment les diplômes et les stages en fouilles programmées, l'emploi, avec les fonctions occupées, les structures d'exercice, les conditions de rémunération et de défraiement, et enfin les conditions de travail, conditions physiques, tâches effectuées, relations au travail, équipement et satisfaction au travail. 2 échelles chronologiques étaient visées. Un regard ponctuel, en mars 2020, et un regard sur une durée de 2 ans, les années 2018 et 2019, en référence. La passation en ligne a eu lieu du 11 mai au 6 juillet. 1670 personnes, strictement anonymisées, ont répondu à ce questionnaire. Malgré un temps estimé à près d'1 heure pour répondre à l'ensemble des questions, 854 personnes sont allées au bout. Au final, 1423 formulaires provenant des 4 coins du pays sont exploitables à différents degrés. Cela représente une part substantielle d'un corps socio-professionnel estimé entre 4 000 et 5 000 individus. Nous allons désormais vous présenter les limites et certains des premiers résultats issus de l'exploitation de ce questionnaire. Oui, merci. Oui, alors effectivement, qui dit questionnaire spontané, autosaisie en ligne, dit assez souvent biais de représentativité statistique. En gros, qui sont finalement ces 1670 personnes qui ont répondu à l'enquête du GAEL. C'est assez difficile, en fait, de savoir qui ils représentent effectivement. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que on observe en fait un phénomène inverse au biais observé habituellement, c'est-à-dire qu'on a essentiellement capté
des jeunes archéologues diplômés ou encore étudiants ou diplômés même parfois depuis un certain temps. Et donc en fait c'est précisément un biais inverse à ce qui est souvent observé dans les enquêtes statistiques, à savoir que les jeunes précaires répondent moins souvent et de manière moins longue en fait aux enquêtes par questionnaire. Voilà, donc de notre point de vue, c'est un petit peu ce qui faisait la force en fait de ce questionnaire, c'est qu'on allait permettre de poser un jalon vers le recensement en fait d'archéologues qui restent en fait souvent un peu dans l'ombre. On les connaît, chacun d'entre vous en fait a sans doute déjà rencontré en fait des archéologues qui peinent en fait à trouver des emplois, mais pour autant on a toujours du mal à appréhender voilà, combien ils sont. Et en première analyse, disons que là on a déjà une part substantielle de nos répondants, à savoir plus de 650 archéologues qui exercent en fait, qui ont déjà travaillé, mais qui n'ont pas encore eu accès en fait à des emplois pérennes. Par ailleurs, les données en fait sont suffisamment puissantes pour nous permettre de travailler ensuite sur différents sous-échantillons, puisque là aussi on a pu saisir une part, des profils extrêmement divers, donc dans le monde préventif, dans le monde académique, de sorte qu'en fait on peut travailler ensuite sur des sous-échantillons sur lesquels on peut proposer des redressements statistiques. C'est le cas en particulier de l'archéologie préventive, dont on a des estimations en fait des effectifs institution d'exercice par institution d'exercice ou région par région. Donc voilà, c'est des premiers éléments effectivement qui... L'exploitation des données, disons, est encore en cours, puisque voilà, on a eu un éventail de questions absolument prodigieux, donc c'est souvent très long en fait, par regroupement de questions de tout analyser. Donc on voudrait se centrer ici sur quelques résultats en particulier. Rapidement, donc effectivement, les trois quarts des répondants en fait à cette enquête ont entre 19 et 42 ans en 2020. Donc, vous l'avez compris, la date de passation de cette enquête. Et donc voilà, ils occupent essentiellement donc des contrats, enfin des positions précaires en termes d'emploi. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, on voudrait se centrer en particulier sur deux grands résultats. Disons, le premier, c'est d'abord un élément lié aux trajectoires d'emploi et en particulier à la durée en fait entre les premiers emplois, les premiers contrats obtenus en archéologie et les premières CDIsations. Il se trouve qu'en fait, on observe de longues périodes d'insertion professionnelle en archéologie. C'est des choses, là aussi, qui étaient plus ou moins connues, mais on arrive à les appréhender là, ici avec des chiffres. Alors, on a pu découper en fait notre échantillon autour de 4 cohortes en fait qui sont plus ou moins des quartiles de notre échantillon en fonction de la date d'entrée dans la profession. Et en termes déjà de statut d'emploi, il est extrêmement notable que les jeunes générations, en tout cas les personnes arrivées en fait en archéologie professionnelle après l'ouverture à la concurrence de 2003 occupent de manière très fréquente en fait des positions, des emplois temporaires ou sont au chômage. Bon. Voilà. Alors, un élément ensuite qui nous a paru extrêmement intéressant, c'était celui de pouvoir calculer en fait la durée d'insertion, enfin comment dire, la durée entre le premier contrat et le premier CDI ou la titularisation pour les personnes qui ont effectivement pu obtenir un premier CDI. Donc c'était le cas de 427 d'entre elles, et de manière assez notable, on note qu'il faut en moyenne 6,8 ans en fait, entre le premier contrat. Donc pour ces différentes personnes, il a fallu 6 ans et 8 mois pour obtenir un premier CDI après un premier contrat, et donc un âge de CDIsation moyen de 31 ans et demi. Voilà. Alors,
du fait en fait d'un phénomène d'attrition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler concrètement les gens qui ont quitté la profession faute en fait de pouvoir se pérenniser dans l'emploi, il est assez difficile d'estimer en fait si cette situation en fait tend à s'aggraver ou à s'allonger, mais on a quand même des indices en fait qui permettent de signifier que la situation, enfin les durées de pérennisation dans l'emploi pérenne tendent à s'allonger pour les jeunes cohortes. Voilà. Alors, donc ça c'est un premier élément, donc des périodes de précarité en début de carrière qui sont longues et systématiques, même si en réalité il semble que ça ait toujours été un peu plus ou moins le cas, en tout cas depuis les années 90 et les premiers profils qu'on peut tester dans l'enquête. Et avec des trajectoires beaucoup plus morcelées en fait pour les jeunes cohortes qui en fait passent d'un employeur à l'autre, de contrat en contrat, avec un phénomène de diversification aussi des employeurs. Alors, donc ça c'était un premier élément. Ensuite, finalement, c'est une chose en fait de dire que les archéologues non permanents avaient en moyenne travaillé 13,7 mois en fait entre 2018 et 2019 et vécu en moyenne 4 mois de chômage. Donc, mais ça, si vous voulez, ça ne nous permettait pas encore d'y voir extrêmement clair. On avait besoin d'essayer de qualifier un petit peu les différences entre les situations de précarité en fait qui sont extrêmement variées. Alors là sur ces boîtes à moustaches, on a essayé de tester finalement la durée du CDD en cours en fait dans 3 composantes différentes de l'archéologie, et avec effectivement des situations disparates, et en particulier une situation dans le secteur de la médiation culturelle où les contrats sont souvent de très courte durée, souvent sous le mode un petit peu de l'emploi saisonnier précisément. Alors, à partir de ça, si vous voulez, on s'est concentré sur un échantillon de 599 répondants qui avaient vécu en fait des périodes soit d'emploi temporaire, soit de chômage en fait entre 2018 et 2019. En fait, on avait besoin d'une période de 2 ans avant le confinement pour essayer justement de tester un petit peu en situation normale ce que pouvaient représenter en fait des parcours d'emploi sur une période de 2 ans qui est la période de référence pour les calculs d'emploi au chômage. Et donc, à partir de ces 599 répondants, on a essayé de proposer une cartographie, donc à l'aide d'une analyse des composantes principales, donc qui est en fait un système d'analyse multivariée qui permet de résumer en fait une somme de variables. Donc ici, en prenant en compte la durée en fait des CDD en cours, la durée la plus courte en fait que le répondant avait eu en fait au cours de ces 2 années. Voilà la période travaillée, les mois chômés, le revenu également, même si c'est un indicateur ici un petit peu faible du fait d'un petit problème de formulation de la question, mais qui quand même donne des tendances très intéressantes. Et donc finalement, l'ACP nous distribue les précaires autour de 2 axes factoriels principaux, 2 dimensions qui discriminent en fait les différentes situations. Le premier, l'axe horizontal, c'est l'axe de la stabilité et de la protection, si on peut dire, du répondant par rapport aux emplois très très courts en fait. Donc à gauche, les gens qui ont des emplois extrêmement fragmentés, et à droite ceux qui ont des emplois souvent plus longs, donc des CDD en fait souvent de plus d'1 an ou de 36 mois, donc souvent en fait qui sont des contrats pratiqués plutôt en collectivité ou dans le secteur académique autour des contrats doctoraux. Voilà. Alors, du coup, on peut aussi, on a associé en fait une classification ascendante hiérarchique qui permet de dresser 3 types. En fait, ça nous permet de distinguer 3 types j'ai oublié mon deuxième axe, donc l'axe vertical, qui est en fait l'axe du fait de tourner ou pas, d'avoir accès à l'emploi ou pas en fait dans l'archéologie. Et donc, en associant une classification ascendante hiérarchique, on peut avoir en fait on distingue 3 groupes. Qu'on résume ainsi, si vous voulez. Donc, en bleu, les archéologues qui arrivent à se poser plus ou moins pendant quelques mois en fait dans un emploi stable. En rouge,
envers vraiment l'emploi fragmenté, c'est les personnes qui arrivent vraiment à tourner, mais sur des emplois extrêmement courts souvent, et en rouge, les personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi. Voilà. Donc je fais vite, mais donc on peut un petit peu. Alors, ce qui est le résultat un peu contre-intuitif, si vous voulez, là-dedans. Alors l'emploi posé en fait à moyen terme, c'est celui qu'on connaît un peu le plus, parce qu'on arrive à le quantifier souvent quand on fait des recensements en archéologie. Les emplois d'1 an ou de 3 ans, souvent, c'est ceux qu'on a. Donc c'est surtout les deux autres types qui nous intéressent. Et l'emploi sporadique, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il diffère pas tellement des deux autres en termes d'âge, si vous voulez. C'est pas les jeunes diplômés. En fait, c'est surtout des gens qui ont effectivement des situations de blocage où ils n'ont pas réussi à rentrer, en fait, ou à se maintenir, en fait, dans le secteur. Voilà, avec différentes situations vécues de part et d'autre. Je vais pas faire trop long. Et puis finalement, le troisième résultat, c'était pour nous d'essayer de tester finalement, mais quels pourraient être les effets de la réforme de l'assurance chômage sur ces personnes en fait qu'on a pu tester, avec donc différentes situations. Déjà, sur les 223 personnes qui étaient effectivement au chômage en mars 2020, il apparaît qu'une grosse moitié en fait n'avait déjà pas accès à l'allocation chômage liée à ces contrats en fait en archéologie, donc ne parvenait pas à ouvrir de droit en archéologie. Il se trouve en fait que par ailleurs sur la période de référence 2018-2019, on a déjà plus de 10%, presque 12% en fait de nos répondants qui avaient travaillé moins de 4 mois en fait, c'est-à-dire le seuil antérieur à la réforme qui permettait d'ouvrir des droits. Donc la réforme rehausse de 2 mois en fait ce délai, ce qui aggraverait en fait, d'après nos projections ici, ce score de 6 points. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi des effets sur le calcul de l'indemnité qui en fait le calcul de l'indemnité qui dépend maintenant d'un nouveau dénominateur, la période de référence étant comprise entre le premier jour du premier contrat et le dernier jour travaillé, mais comprenant donc les périodes non travaillées aussi. Voilà. Malheureusement, les données ne nous permettent pas en fait d'avoir un grain aussi fin, et donc on ne peut pas vraiment tester en fait ce phénomène de dégressivité des indemnités, même s'il paraît vraiment inéluctable en tout cas. Alors, toutefois, même si on ne peut pas tester ce phénomène de dégressivité, 2 éléments ressortent de manière très importante de notre étude. C'est que, d'une, la précarité est un fait indéniable. La majorité des contrats que rencontrent les archéologues précaires, accessoirement 57%, sont des contrats qui sont inférieurs à 6 mois, soit une durée qui est déjà inférieure au temps qu'il faut pour ouvrir de nouveaux droits à Pôle emploi. Et par ailleurs, l'intégration, comme vient de le dire mon collègue, amène mécaniquement à une réduction des possibilités des montants de l'ARE, puisqu'elle intègre les périodes non travaillées et indemnisées dans le calcul des droits. Ce qui fait craindre en fait une dégradation considérable des conditions matérielles d'une grande partie des archéologues professionnels précaires, qui constituent pourtant une des forces vives de l'archéologie telle qu'elle est actuellement. Ainsi, malgré le développement important de l'archéologie ces dernières décennies, sa professionnalisation, la précarité reste un modèle très important qui touche une grande part des archéologues. Même si, comme nous venons de dire, on ne peut pas répondre à une question qui pourtant nous paraît essentielle, à savoir combien et qui. Ça reste une énigme. Les conditions sociales et matérielles déjà difficiles qui en découlent pourraient encore s'aggraver avec la réforme qui est rentrée en vigueur hier. Elle pourrait également, un fait que l'on néglige souvent, augmenter progressivement le nombre de reconversions vers d'autres métiers de la part d'archéologues professionnels précaires depuis longtemps. Une question que peut soulever le constat de la précarité endémique chez les professionnels de l'archéologie est de savoir si celle-ci sert ou dessert la discipline, et ce, y compris d'un point de vue scientifique. En effet, changer régulièrement de structure, de fonction, de terroir et d'aire chronologique et culturelle permet-il de produire systématiquement un travail de la meilleure qualité possible, puisque pour survivre, il nous faut tourner entre différents opérateurs. Le turnover induit par la précarité et la reconversion à terme d'archéologues qui ne parviennent pas à sortir de la précarité ne risque-t-il pas de créer un effet de seuil dans la montée en compétences d'archéologues qui quitteront le métier avant d'avoir atteint leur pleine maturité scientifique et professionnelle ?
Pire, cela ne risque-t-il pas de limiter la transmission de connaissances et compétences acquises au fil des ans par les pionniers de l'archéologie, notamment dans le préventif, cette génération risquant de partir à la retraite avant d'avoir pu transmettre leur expérience à une relève pérenne? Enfin, la charge mentale et de la précarité, les difficultés concomitantes à cette situation et la peur de devoir un jour changer de métier ne poussent-elles pas à certains raccourcis? En effet, quand son employabilité, son avenir sont en jeu, n'est-on pas un peu plus enclin à réviser à la baisse ses ambitions scientifiques, à accepter de travailler avec des moyens insuffisants et à faire quelques entorses à la déontologie? Je vous remercie de votre attention et je remercie également toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à ce long et fastidieux questionnaire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Séverina et Pierre Poulenc peuvent venir à la tribune donc pour une deuxième intervention qui va plus insister sur les effets des crises et de la professionnalisation sur la communauté des archéologues et sur les corps des archéologues aux différents sens du terme. Bonjour à tous, il est un peu tard, mais bonjour quand même. On va mettre le chronomètre en route. Le challenge pour nous, c'est de durer 15 minutes à 2. Donc on va s'y atteler. Alors, on a changé un peu le titre de notre présentation par rapport à celui qui avait été proposé initialement, puisqu'on a ajusté cette communication en y travaillant. Et on a intitulé ça « Solidarité et identité de corps, l'archéologue de la crise de croissance à la crise des vocations ». Alors la crise de croissance, on ne va pas trop en parler parce qu'elle a été évoquée à plusieurs reprises et l'archéologie préventive, en tout cas, est une crise sans doute un peu permanente. Donc nous, on présente ça en tant que... C'est une proposition qui est faite par le SGPA-CGT, par les deux secrétaires généraux ici présents du syndicat, qui donc entend présenter une analyse de la manière dont la professionnalisation, dans un contexte concurrentiel, a transformé les organisations du travail, imposé des mécaniques managériales et des pressions économiques qui affectent le sens des missions et du métier et qui affectent aussi la solidarité du corps de l'archéologie, c'est-à-dire d'un corps constitué, d'un corps de métier constitué, empreint d'une forte identité. L'archéologie n'a pas échappé aux mécanismes managériaux, en œuvre dans le monde du travail depuis 50 ans, sinon depuis le 19e siècle, et le processus s'est fait, la différence c'est que le processus s'est fait en une vingtaine d'années seulement, donc a été plutôt violent. Nous faisons constat que nous, en tant que corps constitué, n'avons jamais été aussi forts, c'est-à-dire que, par exemple, on l'a encore vu au CNRA récemment, on observe un nombre de sites prescrits qui n'a jamais été aussi important, près de 600 en 2021, qu'on bénéficie d'un cadre législatif et juridique solide qui n'a pas fait l'objet récemment d'attaques récentes, qui s'est vu renforcée par la loi LCAP, et on bénéficie, on l'a dit ce matin, d'une place dans le débat public qui est assez inédite et qui est assez réjouissante. Paradoxalement, et c'est de ça dont on va parler, les archéologues comme corps de métier, comme corps constitué, sont à un point critique de leur évolution. D'autres l'ont déjà dit tout à l'heure, l'ont énoncé, on est passé en quelques années de la crise de croissance à une crise des vocations, qui est un symptôme assez inquiétant, qui n'est pas spécifique à l'INRAP, même si on va surtout parler de l'INRAP parce que c'est l'institut dans lequel on travaille et qui nous fournit les données les plus fiables et de manière continue depuis 20 ans. Donc on a choisi de filer la métaphore du corps comme contenant symbolique des principales évolutions du travail de l'archéologue sous les effets de 30 ans de professionnalisation d'une part et de bientôt 20 ans de mise en concurrence du cadre préventif. L'analyse proposée, elle se fait à plusieurs échelles. Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc on a trois temps de cette discussion. D'abord une échelle individuelle, qui est celle du corps de l'archéologie, le corps à l'épreuve du terrain. Donc on va envisager les questions de risque, de sinistralité et de morbidité. Une échelle collective, ou davantage collective, celle des organisations du travail, des archéologues de l'INRAP et du corps de métier soumis à une pression opérationnelle et à la mise en concurrence, aux effets de la mise en concurrence. Et enfin, une échelle interinstitutionnelle, celle de la communauté des archéologues soumise à la pression des enjeux concurrentiels et statutaires. Donc, je passe pour la première partie la parole à mon camarade Pierre Poulenc, à ma gauche. Oui, alors, comme le disait Séverine, avant de parler d'un corps collectif, il faut parler du ou des corps individuels et des stigmates qui sont laissés sur le corps ou les corps par la pratique professionnelle. Alors, quelles lésions, quelles pathologies, là où le secret médical est levé du fait de l'imputabilité au service, en lien parfois ou souvent avec la pénibilité,
Quelles remarques est-ce qu'on peut faire sur certains risques professionnels particuliers? Qu'est-ce qu'on peut dire de la boîte noire, entre guillemets, de la maladie ordinaire, et qu'est-ce qu'on peut dire de certaines données RH, pour apporter des éclairages complémentaires sur la question de la soutenabilité des carrières d'archéologues de terrain, en relation donc avec les différents risques professionnels. Alors, dans le domaine de l'imputabilité au service et de la sinistralité, s'agissant des accidents du travail, on a comparé la sinistralité de l'INRAP sur les accidents du travail à celle du régime général sur deux indicateurs qui sont le taux de fréquence, nombre d'accidents rapportés au temps de travail, et le taux de gravité, nombre de jours perdus pour 1000 heures de travail. On a fait cette comparaison des données de l'INRAP à deux secteurs de référence également, celui des services 1 qui est le plus comparable à l'activité telle qu'elle est menée dans les directions et centres par les collègues administratifs, et celui également du secteur du BTP à qui on compare souvent l'activité de terrain, sachant que le faisant, sans doute, on sous-estime les différences entre l'archéologie préventive et le secteur du BTP, du fait qu'il y a en archéologie préventive moins de mécanisation, il n'y a pas de gestion des intempéries, comme dans le secteur du BTP, il n'y a pas de caisse dédiée à la gestion, ou plutôt à la mutualisation du risque intempérie, et puis on n'a pas évidemment la même maîtrise des infrastructures. En tout cas, la comparaison de ces courbes, elle montre que le taux de fréquence à l'INRAP, il est plus haut que celui du secteur des services, ça c'est évident, mais il est beaucoup plus bas que celui du secteur du BTP, et même du régime général. Ce qu'on voit également, en relation avec ces accidents du travail, sur une petite dizaine d'années, c'est que le taux de gravité des accidents est assez bas. Alors, ces accidents sont le plus souvent en relation avec le risque de chute de plein pied, de chute de hauteur, déplacement sur les chantiers, donc, de manutention manuelle, utilisation d'outillage à main, et en définitive, assez peu avec le risque routier. Les lésions les plus fréquentes sont les entorses, les contusions, les douleurs, les lumbagos, qui affectent principalement le dos, les membres inférieurs, les pieds, les mains, et éventuellement localisation multiple. Donc globalement, ces chiffres sont plutôt bons, mais à nuancer, et il faut sans doute, à défaut d'explications plus fouillées pour le moment, les mettre en relation avec une culture de la prévention qui découle d'une expérience professionnelle aboutie pour un certain nombre d'archéologues, et aussi la structuration du dispositif de prévention au sein de l'INRAP. S'agissant des maladies professionnelles, toujours dans le domaine de l'imputabilité au service, donc un premier schéma qui est une courbe qui montre le nombre de déclarations annuelles par année. Alors on peut s'interroger sur le caractère sinusoïdal de cette courbe, avec des pics, notamment vers 2007-2010, puis beaucoup moins de déclarations. Alors pourquoi? Est-ce que c'est erratique par nature? Est-ce que c'est en lien avec une évolution du comportement de ceux qui déclarent, les agents, en imaginant qu'ils pourraient être influencés par les premiers licenciements pour inaptitude, les premières vagues de licenciements pour inaptitude, c'est au tournant des années 2010-2011. Est-ce que c'est en lien avec une évolution des politiques de prévention, moins d'incitation, moins de communication, etc. La question reste ouverte. S'agissant des maladies professionnelles, par tableau, vous avez un deuxième tableau qui montre année par année la fréquence relative des différentes maladies professionnelles, et puis un deuxième tableau qui montre bien que la principale affection en termes de maladies professionnelles, en réutilisant donc la terminologie des tableaux de la sécurité sociale, c'est le tableau 57, affection périarticulaire, donc TMS, provoquée par certains gestes et postures de travail. Ça, c'est 80% des maladies professionnelles à l'INRAP. Tableau 79, lésions chroniques du ménisque, travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Ça correspond à des situations que ceux qui ont une pratique de l'archéologie connaissent assez bien. C'est quasiment 12% des affections de type maladie professionnelle. Tableau 97 et 98, c'est les affections du rachis lombaire, qu'elles soient dues à des vibrations de basse et moyenne fréquence, ça c'est des conducteurs de pelle, ou alors à des manutentions manuelles de charges lourdes. Là aussi, je pense que ceux qui ont une expérience de terrain savent à quelle situation de travail bien particulière ou bien concrète ça peut renvoyer. De manière beaucoup plus minoritaire, tableau 42, atteinte auditive. Pourtant, on pourrait croire que le voisinage d'engins dont le niveau sonore se situe entre 100 et 130 décibels pourrait provoquer plus souvent ce type d'affection. Malgré tout, ça reste relativement rare. Et puis, tableau 19, spirokétose, c'est la leptospirose, pour résumer. Alors, la typologie des stigmates, elle est différente en fonction des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles touchent plutôt le haut du corps, donc 90% des cas. Les accidents du travail, plutôt le bas du corps. Je dis bien plutôt, c'est un petit peu grossier tout ça. En rappelant aussi que la localisation des TMS est plutôt les poignets. Alors ça, c'est le canal carpien, c'est une affection qui est bien connue, y compris d'ailleurs pour des personnels qui font un travail de bureau. Mais c'est aussi les épaules,
les coudes, épitrocléite, épicondylite notamment. Qui ça touche ? Alors, aucune enquête n'a jamais été faite à notre connaissance. Pourtant, on est dans le cadre de la récurrence qui est définie à l'article 6 du décret 82-453. Ça touche essentiellement les catégories 2 et 3 de la catégorie scientifique et technique. On a mis en évidence des situations de cumul de maladies professionnelles, des agents qui ont 2, 4, 8 maladies professionnelles reconnues, ce qui est du jamais vu au dire d'un ingénieur CARSAT avec qui j'en avais discuté un jour. Ce qui est à noter, c'est que tout en relevant d'une imputabilité au service qui ne peut pas être ignorée par l'employeur, on a continué d'exposer, dans certains cas, certains agents au risque causal de leur maladie professionnelle jusqu'à quasi-épuisement des capacités physiques. Donc, les TMS touchent aussi les administratifs, mais moins fréquemment. Et ces maladies professionnelles, derrière chose, elles sont clairement en lien avec des facteurs de pénibilité, notamment les facteurs de pénibilité qui sont liés à des contraintes physiques marquées. Alors, les facteurs sont les suivants: manutention manuelle de charge, posture pénible et vibrations mécaniques. Sachant qu'on a également des facteurs de pénibilité à l'INRAP qui sont liés à un environnement physique agressif, température extrême, agents chimiques dangereux, bruit, risque hyperbare. Donc, on a en définitive assez peu de professions qui sont confrontées à une telle variété de facteurs de spécificité. Alors, sachant que certaines de ces pénibilités, je pense au risque chimique et au risque hyperbare, donnent encore lieu à une traçabilité de l'exposition. Alors, au-delà des données de la sinistralité classique, entre guillemets, je disais boîte noire de la maladie ordinaire, car ces données, elles sont protégées, et heureusement par le secret médical, mais on sait d'expérience que dans la maladie ordinaire, il y a un certain nombre de pathologies qui sont en relation avec le service. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une sous-déclaration qui est liée à différents mécanismes qui sont liés à l'inertie, à la résistance de l'employeur, de plein de manières différentes, qui sont liés à des obstacles qui sont liés aux procédures elles-mêmes et à leur complexité. Il y a des histoires de délais à respecter pour les reconnaissances de maladies professionnelles. Il y a aussi des listes limitatives qui obligent les agents à passer par la C2RMP, qui est avec des chances de succès assez minces. Et puis une méconnaissance pour certains agents et sans doute pour un certain nombre d'entre eux, la crainte de l'exclusion du collectif de travail par notamment le licenciement. Donc, dans le domaine des TMS, oui, merci. Faut que je me dépêche. Alors, dans le domaine des risques psychosociaux, qui sont pour ailleurs d'arrêt maladie, de démotivation, perte de sens, donc de démission, de TMS, qui sont en lien avec le stress, d'addiction dans certains cas, et puis le diag RPS qui a été réalisé en 2016 a montré qu'il y a beaucoup d'agents qui travaillent beaucoup en dehors des horaires collectifs, et on sait qu'une surcharge de travail long terme peut entraîner des maladies coronariennes, des AVC, des syndromes anxio-dépressifs, etc., etc. Et donc les troubles psychosociaux ne sont pas dans le domaine de l'imputabilité au service et sont assurés par le régime général de sécurité sociale. Donc les employeurs, le nôtre comme d'autres employeurs, ne cotisent pas en définitive à hauteur des risques que leur organisation pourrait générer. Un focus sur un risque particulier qui est le risque chimique en archéopréventive, il n'y a pas qu'à l'INRAP. C'est un risque qui est de plus en plus important dans le cadre de la multiplication des chantiers urbains, mais il y a une spécificité du risque chimique pour les archéologues, d'abord parce que l'évaluation, elle se fait dans des conditions qui sont difficiles, on a des documentations qui ne sont pas des évaluations du risque sanitaire, il y a une spécificité du risque qui est liée à la nature même des polluants combinés sous des formes variables dans le milieu sédimentaire. En conséquence, les actions de prévention collective, de prélèvement à la source, de métrologie sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre. On a une très mauvaise connaissance des impacts sanitaires à long terme de la synergie de plusieurs polluants, et puis possiblement les effets de l'exposition à ces polluants se font sentir sur le long terme, voire le très long terme, dans une temporalité qui ne facilite pas donc l'élucidation des causes professionnelles de certaines pathologies. Conséquence de tout ça, je vais aller très très vite, les maladies ordinaires. Donc, bon, c'est pas très intéressant si ce n'est on voit que globalement on est sur une dynamique qui est à la hausse. Là-dedans, il n'y a quasiment pas d'imputabilité au service. Il n'y a pas ni maladie professionnelle ou accident du travail, très très peu. Donc c'est essentiellement de la maladie ordinaire. Parler du temps partiel, qui est quelque chose de très spécifique à l'INRAP, qui n'est pas une pathologie en soi, mais qui est spécifique pour les raisons suivantes. D'abord, le nombre d'agents concernés qui est très élevé, le caractère beaucoup moins féminin à l'INRAP que dans d'autres secteurs professionnels, et puis la sociologie, entre guillemets, de ce temps partiel à l'INRAP, qui concerne essentiellement les agents de catégorie 2 et catégorie 3, techniciens, on va dire, de la filière scientifique et technique,
pour qui il s'agit non plus d'un choix de qualité de vie favorisé par un bon niveau de revenu, je rappelle que les salaires à l'INRAP sont quand même pas terribles, surtout quand on a une catégorie 2 et 3, mais il s'agit donc d'une stratégie au prix de la paupérisation pour se mettre à l'abri d'une trop fréquente exposition à la pénibilité physique et aux grands déplacements. Voilà. Je vais laisser ma camarade poursuivre. Merci. Alors, je vais donc raccourcir et rétrécir un peu mon propos, mais en tout cas vous en donner la substantifique moelle. Le deuxième point de la proposition, il consiste à examiner la dislocation du corps de manière plus collective, donc c'est-à-dire d'envisager les effets de la transformation des organisations du travail sur la dégradation du sens des missions, toujours dans ce contexte préventif, c'est-à-dire de parler finalement de la manière dont la pression opérationnelle et surtout le système concurrentiel, comment il affecte le corps et la solidarité de fonctionnement des missions et des équipes. Le constat, il est sans appel, hein. On assiste aujourd'hui, et c'est pas qu'à l'INRAP, à une perte de sens généralisée chez les archéologues qui souffrent de ne plus assurer la cohésion d'une archéologie comme ensemble signifiant. Alors, très rapidement, la division du travail dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est vécue comme une séparation des membres du même organisme. Moi, tout à l'heure, la communication de Nathan m'évoquait le concept de management wheeler, c'est qu'on est dans une espèce de mise en boîte, hein, un phénomène de morcellement des tâches à l'intérieur d'une chaîne opératoire qui est complètement disloquée. Sur le terrain, le travail s'organise plus librement, loin des organes de contrôle, mais les organisations et la définition des rôles tendent de plus en plus à séparer ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. La division, c'est d'abord celle entre ceux qui fouillent et ceux qui interviennent après la fouille. On en a parlé, les spécialistes plus vous êtes spécialisé, moins vous avez de chances de communiquer avec l'équipe ou de manière très réduite à quelques moments ponctuels imposés par une gestion minimaliste, puisque ce qui compte, c'est la gestion du jour homme. Parallèlement et paradoxalement, plus vous êtes dit généraliste et apte au terrain, c'est-à-dire responsable opération, technicien, plus vous êtes interchangeable. Et la pression opérationnelle, elle est donc, elle engendre cette interchangeabilité, le non-renouvellement des effectifs aussi, hein, puisque plus on est nombreux, plus on est sollicité, et on a donc des agents qui passent leur vie à changer d'un terrain à l'autre, de fonction, qui sont soit héros, soit RS, soit techniciens, des fois spécialistes, etc. Et c'est d'autant plus vrai dans les contextes géographiques où on est en surtension, comme notamment les Outre-mer. Il y a une forte instabilité des équipes aussi, hein, avec un fort turnover des équipes, où il est même difficile de conserver les collègues sur la durée d'une même opération. Je passe très très rapidement. Et on a évidemment, et ça on y reviendra, et c'est ce qu'avait montré une enquête faite par le SGPA-CGT à la fin de l'année 2019 sur l'organisation du télétravail à l'INRAP, hein. On avait une enquête qui avait rassemblé 900 réponses de collègues, c'est-à-dire presque la moitié de l'effectif, ce qui n'est pas tout à fait rien, qui montrait que les collègues déploraient la dégradation des temps collectifs et collaboratifs. C'est l'essentiel des réponses qui émanaient des réponses libres. Les agents déploraient cette difficulté à organiser le travail en équipe, sur la durée, et appelaient à une programmation cohérente et collective des postes fouilles. Je passe très rapidement. L'autre point, c'est la division du travail qui vise cruellement les techniciens d'opération, que les manières d'emploi précarisent, puisque souvent, à l'INRAP, les techniciens sont des CDD. C'est quasiment la majorité d'entre eux aujourd'hui. On réduit leur fonction au simple rôle de pouce-brouette, hein. C'est des agents qui n'ont pas accès ou très peu aux phases d'études et de poste-fouille, des gens qui n'ont pas accès ou très peu aux responsabilités et qui se voient pénalisés lors des plans de recrutement. Comme le dernier l'a montré, hein, on a des agents qui aujourd'hui sont pénalisés et ne sont plus auditionnés dans le cadre des plans de recrutement de l'INRAP, sont désavantagés puisque les jurys leur préfèrent des gens qui sont des personnes externes, hein, plus expérimentées. Donc, d'une certaine manière, l'INRAP disqualifie ses propres agents, les choix RH disqualifient les propres agents de l'établissement, comme si l'INRAP préparait l'échec professionnel de ses agents. Et obérait de la même manière la capacité de renouvellement des compétences de l'établissement. C'est un point sur lequel on terminera. La division du travail morcelé et rigidifiée, hein, elle produit de très fortes inégalités. La surveillance, les outils de surveillance, cette espèce de construction des outils panoptiques, hein, qui permet la surveillance continue des individus et des activités, je n'en parlerai peu parce qu'on n'a pas le temps. C'est aussi une forte augmentation des risques psychosociaux, c'est une augmentation des fonctions encadrantes, mais aussi des contraintes et des injonctions contradictoires sur la totalité de la chaîne opératoire, hein, et donc des équipes. Donc on a des burn-out, des démissions en grand nombre, hein, dont on reparlera évidemment. Je vais très vite, j'en suis désolé, je vais beaucoup trop vite. Et on a... c'est de ma faute, je suis oui, désolé. c'est de sa faute, oui, c'est toujours sa faute. C'est un principe de base. Les femmes seront ce de quoi je parle. Vous avez vu la division du travail un petit peu. Donc on a aussi, et on s'aperçoit à l'INRAP depuis quelques années, qu'on a aussi des épisodes de décompensation avec des conflits qui fonctionnent comme des épidémies, hein, et
on a relevé en un peu plus de 2 ans presque une dizaine d'alertes RPS collectives émises en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France, en PACA, dans les Hauts-de-France, dans les Outre-mer, et auxquelles les réponses sont toujours extrêmement limitées, pour ne pas dire inexistantes. Alors les archéologues, et ça c'est important, souffrent de ne pas produire leurs propres normes, de ne plus produire leurs propres normes. On est passé d'une communauté dotée d'une large autonomie, en mesure de faire des choix, et de produire ses propres normes scientifiques et méthodologiques, à une organisation fortement normalisée et contrainte par des choix technologiques et des trajectoires budgétaires, qui prévalent évidemment sur les choix scientifiques. Donc aujourd'hui, ce qui remonte des équipes, c'est le sentiment d'une désappropriation du sens des missions qui sont subordonnées aux contingences budgétaires. Prendre une opération aujourd'hui, c'est réaliser une succession de renoncements, c'est un terme que j'avais choisi lors d'un conseil d'administration de l'INRAP, et les espaces de négociation pour ne pas trahir les missions et les principes fondamentaux de la science sont de plus en plus étroits. Et on arrive à une frustration du travail fait à moitié. On a en moyenne 25 démissions par an dans l'établissement depuis quelques années, ce qui est quand même assez rare dans la filière scientifique et technique. Donc la lassitude, l'usure, les burn-out, la démission, cette crise des vocations avec des gens qui choisissent la reconversion professionnelle. Et pour le dire autrement, l'aberration, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver du sens à son métier, souvent, il faut quitter l'archéologie. C'est ce que traduisent les collègues. On en voit encore très récemment. Donc c'est qu'aujourd'hui, l'archéologue est confronté à un moment où l'archéologie n'est plus un vrai boulot, dans le sens où on n'est plus producteur de soi-même en faisant de l'archéologie. C'est un moment assez critique et qui fait très bizarre. Alors des images plus guirettes que nos propos, hein, nos constats sont un peu âpres, mais on est là pour vous dire que quand on se mobilise, tout va mieux. Ce qui est pas tout... En tout cas, ça donne de l'énergie. Le troisième point, c'est celui de l'identité de corps, d'une communauté qui est plurinstitutionnelle. On sait que la tension que posent les problèmes, le système concurrentiel, sur le cloisonnement, encore un management à la Wheeler, hein, entre les institutions d'une même profession, d'une même communauté. Ce corps institutionnel, qui est régi par un principe d'identité, hein, celle d'une communauté partageant des codes, une culture commune qui transcende les cloisonnements institutionnels. On sait la difficulté, et par ailleurs un corps qui est régi et organisé par des statuts et une réglementation qui est de plus en plus forte. On sait aujourd'hui les tensions et les incompréhensions entre les différents métiers. Alors je pense notamment au service régional de l'archéologie, je pense à l'INRAP, évidemment. On a une espèce de distinction entre ceux qui prescrivent exercer le contrôle scientifique et technique, ceux qui exécutent et se débattent pour faire de la recherche, ceux qui enseignent. Hein. Alors je pensais, tout à l'heure, on citait Raoul Labert, moi je pensais à d'Albert Rondelan et à sa vision tripartite de la société du XIe siècle. Là aussi, on a une vision un peu tripartite des choses. Hein. Chacun est renvoyé à son étape du processus sans que l'articulation de l'ensemble ne puisse être discutée. Il y a encore des UMR, des CTRA et des journées d'études comme aujourd'hui, hein, pour faire union, pour faire corporation, pour faire corps. Le corps des unis, c'est aussi celui, et c'est là-dessus que j'en terminerai, et pour aller vers quelque chose de plus positif, hein, le corps des unis, c'est celui d'une véritable hétérogénéité des statuts. Privés, publics, mais aussi entre les agents du service public. Alors, le SGPA, CGT ne va pas se cacher d'avoir défendu pendant 20 ans l'idée d'un statut unifié d'archéologue, d'un corps d'archéologue. Ça a été mentionné tout à l'heure à la fin d'une communication. Hein. On va pas, dans le contexte actuel, dans l'idéologie actuelle politique, il est clair que ce n'est pas le combat le plus porteur et que ce n'est pas celui qu'on va forcément mener, le faire en avant, le sabre au clair. En attendant, aujourd'hui, on voit bien que ces problèmes de statut très hétérogènes posent d'abord des problèmes de passerelle entre agents publics du même ministère, hein, SRA, INRAP, c'est des passerelles qui sont étroites, qui sont fragiles, qui sont très insécures et qui ne sont ni stables ni pérennes. On pourra en reparler, hein, c'est-à-dire les gens qui passent notamment dans la gestion, qui travaillent sur la gestion des CCE, la gestion des archives de fouilles, les missions de prescription, hein, qui sont accessibles aux agents de l'INRAP, mais qui en matière de mobilité ne sont jamais simples et sont plutôt de la gestion au cas par cas qu'une gestion systématique avec des statuts qui permettraient les transferts de compétences et le basculement d'une mission vers une autre. Je ne parle même pas de la mobilité et des passerelles entre le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche, les universités et le CNRS. Voilà. Et donc pour en terminer, ce sera ma conclusion, ce sera la dernière partie en guise de conclusion. Pourtant, on a des enjeux communs qui sont très clairs. Alors je pense notamment au SRA et à l'INRAP pour le service public du ministère de la Culture. Les problématiques et les enjeux, ils sont partagés. La première génération d'archéologues part à la retraite, on le sait, de manière assez cruelle. Hein. La moyenne d'âge à l'INRAP, c'est 51 ans. La moyenne d'âge dans les SRA, c'est autour de 55. La faiblesse et l'absence des promotions, la faiblesse des recrutements au regard des besoins en matière de renouvellement des effectifs et des compétences, l'absence de concours dans les SRA fait craindre aujourd'hui un véritable essorage et menace directement la capacité opérationnelle, mais la survie même d'un système préventif qui, vidé de ses forces vives, finira par se retrouver à nouveau dans le collimateur législatif.
Et par ailleurs, on obère aussi gravement, et on pourra en reparler avec les professeurs d'université dans la salle, hein, c'est la formation et l'intégration des plus jeunes. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas exactement en train d'encourager les plus jeunes à s'inscrire dans un processus de formation à l'archéologie, formation académique notamment. Les problématiques, elles sont communes. Les solutions, elles doivent être aussi. Et sur ce, on avait engagé un cycle de discussion avec la sous-direction de l'archéologie à propos de cette question de l'emploi public en archéologie. On a patiné pendant 2 ans sans jamais arriver à autre chose que d'observer les avaries, sans jamais proposer des moyens pour renflouer, mais même pas pour écoper. C'était le dernier constat lors d'une dernière réunion avec Arnaud Chaumas avant qu'il ne change de bateau, c'est le cas de le dire. Alors, le chantier de l'emploi, pourtant, il nous semble, et je pense qu'on pourra tous en être d'accord, le chantier de l'emploi, il est quand même complètement transversal. Il transcende toutes les chapelles institutionnelles, et c'est autour de ce combat qu'on doit faire corps aujourd'hui. J'en suis persuadé, on en est persuadé au SGPA. Le chantier de l'emploi, c'est la lutte et la mobilisation qui sont le vecteur d'unification de ce corps, et pour refaire identité, pour refaire communauté. La lutte syndicale et la lutte collective, ça connaît les archéologues. Dans cette pièce, on est nombreux à savoir que l'héritage des archéologues, c'est de s'être battus pour sauver les sites, pour être payés de leur métier, pour la création d'un établissement public, contre la mise en concurrence, parfois pour s'être battus entre eux, on en parlait à midi, pour la déprécarisation et plus récemment pour les salaires, ce qu'on est en train de gagner, en tout cas à l'INRAP. Donc s'il y a bien un chantier convergent, un chantier autour duquel on peut faire corps et on doit faire corps, c'est celui de l'emploi. C'est une question d'avenir pour toute la profession, qu'on soit dans le préventif, dans le programmé, dans les universités, à l'INRAP et ailleurs. On parlait d'une bulle temporelle, Nathan parlait d'une bulle temporelle. Moi, je veux croire qu'on est dans une bulle temporelle et que cette espèce de paradoxe complète, cette espèce d'aberration complète du système mis en concurrence ne sera qu'une bulle temporelle et qu'on en sortira. En attendant, nous, on n'a pas un propos fataliste, on n'est pas dans un propos fataliste. Ce qu'on dit, parce qu'on est là pour ça et parce qu'on ne serait pas là où on est si on ne pensait pas fondamentalement que c'est la lutte qui permet de faire unité et que c'est à travers ça qu'on s'en sortira tous ensemble et qu'on doit refaire corps comme on l'a fait il y a encore, comme on le faisait il y a encore 15 ans quand on faisait des mobilisations communes tous ensemble. Donc voilà, moi voilà, disons-le tous ensemble. Merci, on s'arrête. Oui, donc vous l'aurez compris, nous, on est les porte-parole d'une expression collective de notre section syndicale CGT, principalement à Marseille. La diversification des tâches, l'accès à la poste-fouille pour tous, la mécanisation sont des revendications syndicales bien actuelles. Dès 2001, ce modèle d'organisation de la fouille a été appliqué sur le chantier de l'Alcazar à Marseille, une opération d'1 année avec une 60aine d'agents. Le souci n'était pas seulement le mieux-être physique, mais aussi psychologique des agents, en redonnant à tous les intervenants un goût, un sens au métier, permettant ainsi aux techniciens de se percevoir autrement que comme des terrassiers et de soulager les responsables qui croulent sous la masse d'informations. Depuis, au prix de négociations récurrentes avec notre direction et les services de l'État, cette organisation collective prévaut sur tous les chantiers en PACA, fouille comme diagnostic. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'heure est au bilan. À Marseille, jusqu'en 1990, le seul pourvoyeur de travail en archéologie est le service archéologique de la ville, l'atelier du patrimoine. Il ne recrute que des ouvriers de fouille et toujours en contrat à durée déterminée. Leur profil, des objecteurs de conscience, des TUC ou autres emplois précaires. À ce moment-là, un seul mode de recrutement est en vigueur, le bouche à oreille, comme d'ailleurs un peu partout en France, à la même époque. La formation se fait sur le tas et l'atelier du patrimoine est très réticent à employer des gens diplômés. Il s'agit donc d'une vision d'une archéologie post-coloniale. Les responsables d'opération sont les archéologues municipaux, la main-d'œuvre des bénévoles, des étudiants et des terrassiers. À partir de 1990, les fouilles de sauvetage se multiplient à Marseille et dans toute la région. Elles sont alors gérées par la FAN. Donc à l'écran, vous allez voir des extraits tournés sur le chantier de Sainte-Barbe à Marseille en 1990. Dès 1990, à l'initiative des précaires marseillais, des réunions rassemblent les archéologues AFAN des autres opérations. Le collectif devient rapidement une section syndicale de la CGT et un premier recours prud'homal a lieu en 1991 qui aboutit à la CDIsation d'une dizaine de personnes en 1992.
Cette situation, commune à plusieurs régions de France, oblige l'AFAN à se structurer, alors que jusque-là, elle ne gérait quasiment que le volet financier de l'archéologie de sauvetage. Dans les années qui suivent, les très grosses opérations marseillaises se multiplient. Les profils des archéologues se diversifient, des diplômés, non diplômés, certains avec des spécialités supplémentaires. Tous se côtoient et partagent leurs opinions. La section syndicale de la CGT se construit avec pour objectif essentiel l'emploi et la stabilisation des archéologues dont beaucoup sont encore précaires et une réflexion sur l'organisation du travail. Car tous, ils ont conscience qu'ils n'ont encore que 25-30 ans et qu'avec la CDIsation, il va falloir travailler jusqu'à encore près de 40 ans et tenir. En 1995, une enquête du CHSCT sur les troubles musculo-squelettiques montre que l'usure physique du personnel augmente anormalement. Pour toute réponse à ce constat affligeant, la direction de l'AFAN met en place le stage Gestes et postures, soit une réponse faite au monde du BTP, sans réflexion sur le métier d'archéologue, uniquement une gestion individuelle qui restreint le problème à des gestes. Aucune réflexion sur la diversification des tâches, pourtant préconisée déjà par la médecine du travail. Il n'y a pas de son. Bon, je passe la vidéo. Le chantier de l'Alcazar entre 1999 et 2000 marque un tournant et une grande avancée dans l'organisation de notre travail. Il s'agit d'un chantier d'envergure. Prévu pour 1 an de terrain, il fallait fouiller 7 mètres de stratigraphie sur 5000 m², soit 35 000 m3. Il a regroupé une 60aine de personnes en moyenne, aussi bien CDI que CDD. Pour le mener à bien, une organisation très précise est mise en place en amont, de manière collective, par le responsable d'opération, son adjoint et les responsables de secteur. La responsabilité d'opération est confiée à un tandem, un archéologue municipal chargé de l'aspect scientifique et un salarié AFAN chargé des aspects techniques. Le chantier est découpé en 5 secteurs de 900 m² environ, chacun équivalent à une petite opération, avec là aussi un tandem composé d'un responsable de secteur et d'un responsable adjoint. On y compte une dizaine de personnes, comprenant un dessinateur et un conducteur de mini-pelle, au début, qui passera rapidement au nombre de 3. Un plateau technique est mis en place, couvrant tout le chantier, avec 2 infographes, 2 photographes, un topographe, un géomorphologue, des spécialistes, dont un céramologue, quelqu'un pour les études d'archives, etc. Ils travaillent en parallèle de l'exécution de la fouille. Certains de ces spécialistes sont également des fouilleurs sur le terrain, et 1 fois par semaine, ils exercent leur spécialité complètement afin que les données soient le plus à jour possible. Par exemple, les céramologues quittent le terrain 1 fois par semaine pour inventorier et dater les contextes presque au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Une personne est affectée en permanence à la gestion du mobilier. C'est donc un chantier moteur où est mis en place le tutorat pour former les personnels CDI comme CDD. À cette occasion est demandée et obtenue une officialisation des responsabilités. Ainsi, la reconnaissance du statut de responsable de secteur pour les adjoints a amené la promotion de certains dans la catégorie supérieure, mais après plusieurs jours de grève. Chaque semaine, le responsable d'opération et les responsables de secteur se réunissent pour aborder l'organisation générale du chantier, que ce soit les choix scientifiques, la répartition des moyens mécaniques, la mise en place des circulations des engins, celle des piétons. Cette réunion est ensuite suivie par une réunion au sein de chaque secteur pour rebasculer les informations. 1 fois par mois, une visite de chantier collective est organisée, menée par les responsables de secteur et ou leurs adjoints, afin que chacun, quel que soit son statut et sa mission sur le chantier, soit au courant de l'avancée générale de la fouille et des découvertes des autres secteurs. Parallèlement, des visites régulières pour le public ont lieu, menées par un guide conférencier. Au sein de chaque secteur, chaque membre de l'équipe suit plus particulièrement un espace. Ainsi, chacun réalise la saisie des données qu'il a fouillées et participe à la rédaction de synthèses intermédiaires pendant la phase terrain. Le lavage s'effectue quotidiennement avec un roulement de personnes affectées à ce lavage. Des spécialistes extérieurs visitent régulièrement chaque zone et échangent avec les fouilleurs, ce qui permet de faire évoluer la réflexion au fil des découvertes.
L'infographie des relevés se fait également au fur et à mesure et sur place par le plateau technique. L'alternance des tâches s'effectue donc durant toute la phase terrain et cette organisation a conduit tout naturellement au partage de la post-fouille. Je pense qu'en plus, ce qui est, j'irai plus loin que toi, ce qui est déterminant, c'est pas de faire 12 mois de terrain, c'est de faire 12 mois de boulot où tu comprends pas ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Et c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. C'est-à-dire Ouais, que tu bosses et tu comprends pas ce que tu fais. Et quand tu as le prolongement en post-fouille du travail que tu as fait sur le terrain, il y a une cohérence au travail. Tu fermes la boucle et tu ne te projettes pas, tu ne te fais pas la même image de toi-même que si tu es interchangeable, un pion sur un chantier aux 4 coins de France, à ne pas comprendre à quoi sert ce que tu fais, ni dans quoi ça s'insère, ni quelles implications ça a, ni rien, quoi. De mettre du naturel, parce qu'on est dans des logiques de travail, et on met du naturel, c'est naturel. Le problème, c'est que là, alors qu'on est dans des logiques qui sont différentes. Il y a des logiques de travail, celles d'où on vient en ce moment et d'où on parle, et il y a des logiques de pouvoir, et qui sont en train de se heurter. Parce que ce qu'on est en train de dire, écrire c'est naturel, c'est pas vrai. Écrire c'est une transgression. Quand on est technicien et qu'on veut écrire, c'est une véritable transgression. Parce que de toute façon, les héros ne sont que les dépositaires d'un pouvoir archéologique qui se diffuse. Qui est très hiérarchisé. Il n'y a pas qu'une source de pouvoir qui serait la direction. Chacun a un petit pouvoir symbolique là-dedans et qui passe évidemment par le stylo. Et le stylo, c'est comme un mur de Berlin. Je veux dire, le passage au stylo, effectivement, il n'est pas naturel. Il n'est pas plus naturel que le passage à l'ordinateur. Donc, ce qu'on est en train de demander là, ça n'a rien naturel. C'est une véritable transgression que tu as entendu dire. C'est-à-dire, ça veut dire accorder au type que tu as décidé de ne pas avoir parce que tu étais chef. Non seulement tu as décidé, ce coup-ci tu es obligé de le voir, mais non, un peu seulement il écrit, à l'endroit où tu es censé avoir le monopole. Et sauf que là on est en train d'essayer d'imposer des logiques de travail, c'est logique que le mec écrive, c'est logique que tout le monde écrit, c'est pas normal qu'il y ait un seul mec qui parle sur une fouille de 60. Sauf que ça c'est anti-logique universitaire. Et donc ce qu'on est en train de dire là, c'est beaucoup plus problématique qu'un passage naturel comme nous on le vit, parce qu'on est dans des logiques de travail. Ainsi, plus de la moitié de l'équipe, environ 40 personnes, a participé à la post-fouille. Et pour la première fois, cette répartition des moyens de post-fouille a été validée par le service régional de l'archéologie. Les parties descriptives ont été rédigées de manière collective par zone. Les synthèses chronologiques ont été réparties entre responsables de secteur et leurs adjoints. La synthèse finale a été rédigée par le responsable d'opération. Certaines études ont été confiées en interne à des spécialistes AFAN ayant participé à la fouille, et à d'autres comme des chercheurs extérieurs, CNRS ou collectivités. En conclusion, ce chantier est d'une ampleur inédite, avec beaucoup de moyens mis à disposition, mais surtout avec une volonté d'organisation et de répartition du travail qui a nécessité l'implication de tous. Il a également été l'occasion de former des agents à des tâches qu'ils n'avaient jamais été invités à faire auparavant. Ce temps de formation a été pris sur le temps de terrain et pendant les phases d'études. C'était un investissement sur l'avenir, car désormais ces agents trouvent automatiquement leur place en post-fouille. Nous revenons maintenant quelques instants sur la mécanisation, qui est un outil indispensable au service de la diversification des tâches. Les mini-pelles font désormais partie de l'outillage de l'archéologue. Ce sont les maillons entre la pelle-pioche et la grosse pelle hydraulique. Timidement apparues dans les années 90 et alors conduites uniquement par des pellistes professionnels et une poignée d'archéologues, d'ailleurs plutôt considérés comme des terrassiers, elles se sont imposées sur le chantier de l'Alcazar, où le tiers des agents a réclamé le CACES pour pouvoir les piloter. Les hommes comme les femmes, les techniciens comme les responsables de secteur. Elles ont été réparties dans les 5 zones, où 3 à 4 personnes étaient habilitées à les conduire. La conduite des mini-pelles par des archéologues est un gage de qualité. Si l'habilité du conducteur est déterminante dans la précision du travail, sa connaissance de l'archéologie est indispensable. Il existe en effet une grande différence entre un pelliste du BTP et un archéologue conducteur d'engin. Sur une opération archéologique, le pelliste du BTP est généralement désorienté et son travail doit être dirigé par un archéologue, godet par godet, au moyen d'une gestuelle qui n'est pas toujours bien comprise. Cette difficulté de communication et le renouvellement permanent des chauffeurs ont généré une méfiance vis-à-vis de la mécanisation. Sur la majorité des opérations, seul le prédécapage est fait mécaniquement, le reste manuellement. La prise en main des manettes de la mini-pelle par des archéologues permet de pousser bien au-delà les limites de l'exploitation de cet outil de terrassement. Désormais, les destructions sont faites sciemment par quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il dégage et prend alors toutes les précautions qui s'imposent.
La connaissance de la finalité du travail et de l'enjeu accroît la responsabilité, ainsi que l'autonomie du pelliste. La personne qui le suit reste utile, à cause de l'éloignement dû à la longueur du bras de la pelle, mais elle est davantage là pour vérifier de près et ajuster si besoin est, que pour diriger. L'expérience a montré d'ailleurs que dans de nombreux cas, cette tierce personne devient souvent inutile. Il faut donc penser l'organisation du travail en fonction de la mini-pelle. Les cheminements dissociés de ceux des piétons infléchissent considérablement la stratégie de fouille. À l'Alcazar, les pistes ont été constituées et déplacées de nombreuses fois au cours de l'opération des 35 000 m3 d'occupation urbaine. 20 ans après, la plupart des agents habilités sont devenus des as de la conduite, faisant des décapages centimétriques, ajustant la position et l'inclinaison du godet et réduisant l'intervention manuelle à sa portion congrue. D'ailleurs, la mini-pelle figure maintenant explicitement dans les cahiers des charges scientifiques de la plupart des opérations de notre région. Mais s'il est évident que les mini-pelles doivent être conduites par des archéologues, cantonner des agents à cette seule activité est un travers à éviter, parce que leur usage intensif est destructeur pour la santé et va à l'encontre de la diversification des tâches. La multiplication des habilitations est une de nos revendications syndicales. Du technicien au responsable d'opération, tous doivent savoir la manier. Cela permet de mieux gérer l'organisation générale de la fouille, d'éviter les accidents, etc. Des habilitations nombreuses sont également importantes pour la qualité du travail, parce que la personne la plus apte à terrasser un secteur est celle qui le connaît. Quelques pellistes attitrés, passant d'un secteur à un autre, ne peuvent pas avoir le même rendu. La mécanisation est bien un maillon essentiel pour la diversification des tâches. Elle permet en fait de libérer du temps pour d'autres activités, telles que la fouille fine, l'enregistrement, le dessin, etc. L'élan collectif du chantier de l'Alcazar ne s'est pas arrêté là et continue à produire ses fruits. Pour rester dans le cadre de l'Alcazar, de nombreuses publications collectives ont vu le jour à l'initiative des participants de ce chantier. Par exemple, une collection regroupant plusieurs volumes est en cours qui retrace les résultats de toutes les fouilles préventives à Marseille depuis 20 ans. Cette organisation collective qui conduit à la participation du plus grand nombre à la post-fouille perdure bon an mal an, malgré les écueils. Elle prévaut sur tous les chantiers en PACA, fouilles comme diagnostic, au prix de négociations récurrentes avec notre direction et avec les services de l'État. En 2002 est créé donc l'INRAP. Ce dernier, comme tout établissement administratif, est organisé en structure pyramidale qui vise à uniformiser les pratiques à l'échelle nationale. Le problème, c'est que désormais, l'archéologie est vue sous un angle technocratique sans que ceux qui la pratiquent ne puissent donner leur avis. À cet écueil s'ajoutent les effets induits de la mise en concurrence. Et le plus grand est bien sûr le manque de temps. La comptabilité en jour homme a un impact néfaste sur la diversification des tâches. Des contraintes budgétaires découlent celles des moyens temporels et celles des moyens humains. On se retrouve donc sur le terrain avec une organisation de chantier moins structurée et notamment avec une diminution du nombre d'encadrants et des durées de plus en plus réduites. Cela induit le cadre des échanges qui permettait avant la formation sur le tas et la transmission de l'expérience. Cependant, notre expérience de travail en équipe nous donne encore la capacité d'absorber ces contraintes de temps et de moyens durant le terrain. En revanche, de nombreuses tâches sont reportées en phase d'étude. Or, l'équipe est explosée très rapidement après la fouille et le héros se retrouve donc seul à tout gérer. Vous l'aurez compris, la diversification des tâches a pour nous comme corollaire incontournable la participation de tous à la phase d'étude. Mais cette bataille n'est jamais complètement acquise. Le 75-25, comme on l'appelle aujourd'hui, est souvent perçu encore par notre hiérarchie comme un temps de repos et non comme une participation essentielle à la conception du rapport de fouille. Même si un temps de post-fouille est accordé aux techniciens dans les projets scientifiques d'intervention de l'INRAP, il s'agit souvent, dans la tête de notre direction, d'affecter ces techniciens uniquement au lavage du mobilier ou au tamisage. Or, le lavage ne devrait pas faire partie de la phase étude, mais se dérouler tout au long du terrain. Car la participation des dits techniciens est indispensable dans de nombreuses autres tâches. La saisie, le dessin, les listings, la photographie. Ils peuvent aussi participer à la rédaction de micro-secteurs qu'ils ont fouillés ou écrire sur des micro-thématiques, etc. Ce qu'ils ont souvent le plus grand mal à faire, car ils sont contraints d'enchaîner les phases terrain des chantiers sans passer par la case études. Ce problème est encore plus criant pour les CDD techniciens
qui ont rarement accès à cette phase, et quand c'est le cas, c'est toujours après un bras de fer avec notre direction. Au mieux, ce sont des négociations et argumentations, mais cela a été jusqu'à des journées de grève. Depuis 20 ans, les outils informatiques se sont bien démocratisés et on utilise de nombreux logiciels de saisie, d'infographie et de cartographie. Alors qu'il y a 20 ans, la plupart des personnels étaient formés sur le tas et avec l'entraide collective, aujourd'hui, les nouvelles générations d'archéologues sont essentiellement issus de l'université, ont totalement intégré ces nouvelles technologies. Cependant, leur parcours universitaire ne les a pas toujours préparés au travail de terrain ni au travail en équipe, et ils ne saisissent pas toujours l'importance du collectif pour en affronter et surmonter les difficultés. Ainsi, on se pose la question de savoir si cette organisation que nous avons construite et qui vient d'une histoire collective, qui prend racine dans la diversité de nos horizons sociaux et culturels, parce que aussi nous avons été embauchés tous en même temps, si cette expérience ne va pas partir ou disparaître très rapidement après nos départs en retraite. En tout cas, un grand pas a été franchi en PACA depuis 20 ans, puisque, que ce soit pour les diagnostics ou pour les fouilles, le fameux 75-25 apparaît dans les projets scientifiques d'intervention et le SRA les valide. Pour résumer et pour conclure, dès la publication des résultats inquiétants de l'enquête du CHSCT en 1995, le collectif marseillais a décidé de réagir. Il a pris le contre-pied de la direction, qui n'envisageait alors que d'intervenir sur les techniciens par des stages gestes et postures ou en améliorant l'équipement, comme par exemple les pantalons à genouillères. Le collectif a décidé d'intervenir sur l'organisation du travail par la diversification des tâches, le partage de la post-fouille et sur l'outillage en introduisant l'usage systématique de la mini-pelle. Bien avant que les organisations syndicales ne revendiquent le 75-25 et en opposition avec la direction qui n'y voyait que de la démagogie et du SRA qui craignait la mauvaise qualité des rapports de fouille et la destruction des sites par les moyens mécaniques, le chantier de l'Alcazar a en 2001 su démontrer la viabilité du travail collectif. Après 20 ans de pratique, alors que les agents d'alors sont presque à la retraite, tous peuvent s'enorgueillir d'avoir apporté leur contribution à la recherche archéologique autrement que comme pousse-brouette, et surtout, aucun ne souffre d'invalidité liée au travail, si ce n'est minime, ce qui n'est pas le cas partout. Il est essentiel de transmettre cette manière de travailler aux nouvelles générations, notamment aux nouveaux responsables d'opération qui sont les seuls à pouvoir la mettre en œuvre. Issus du monde universitaire et formés dans un esprit de concours, ils ont généralement tendance à négliger le partage des tâches, en oubliant de prendre en compte la diversité des compétences, des profils et des envies de chacun. Voilà, tous les agents de la section PACA-CGT vous remercient de votre attention.